Le chevalier à l'armure rouillée de Robert Fischer. Chapitre 1. Le dilemme du chevalier. Il y a fort longtemps, dans un très lointain pays, vivait un chevalier qui se trouvait bon, gentil et plein d'amour. Il faisait tout ce que faisaient les chevaliers bons, gentils et pleins d'amour. Il combattait les ennemis qui étaient mauvais, méchants et pleins de haine. Il tuait des dragons et sauvait les demoiselles en détresse. Quand ses affaires marchaient mal, il avait la fâcheuse habitude de sauver les demoiselles, même lorsqu'elles ne voulaient pas. Du coup, bien que beaucoup lui en fussent reconnaissantes, il y en avait tout autant qui lui en voulaient. Il acceptait cette situation avec philosophie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le chevalier était célèbre pour son armure. Elle reflétait si bien la lumière que quand il partait livrer bataille, les villageois juraient avoir vu le soleil se lever au nord ou se coucher à l'est. Et il allait souvent livrer bataille. Dès qu'il entendait parler de croisade, il se mettait en colère, revêtait sa brillante armure, harnachait son cheval et partait dans n'importe quelle direction. Il était tellement en colère qu'il partait parfois dans plusieurs directions à la fois, ce qui n'était pas le moindre détour de force. Depuis des années, il rêvait de devenir le premier chevalier de tout le royaume. Il y avait toujours une autre bataille à gagner, un autre dragon à tuer ou une autre demoiselle à sauver. Le chevalier avait une femme fidèle et tolérante, Juliette, qui écrivait de belles poésies, disait des choses intelligentes et manifestait un penchant pour le vin. Il avait aussi un fils aux cheveux d'or, Christophe, qui deviendrait, en grandissant, espérait-il, un courageux chevalier. Juliette et Christophe le voyaient très peu, lorsqu'il n'avait pas de bataille livrée, pas de dragon à tuer, pas de demoiselle à sauver. Il était occupé à essayer son armure, dont il admirait l'éclat. Avec le temps, il en devint tellement amoureux qu'il se mit à la porter pour manger et même pour aller au lit. Il ne se soucia plus du tout finalement de l'enlever. Peu à peu, sa famille oublia à quoi il ressemblait sans armure. De temps à autre, Christophe demandait à sa mère à quoi ressemblait son père. Dans ces cas-là, Juliette amenait son fils devant la cheminée et lui montrait un portrait du chevalier pendu au-dessus. « C'est ton père, disait-elle avec un soupir. Un après-midi, en contemplant le portrait, Christophe dit à sa mère : « J'aimerais voir mon père en personne. »« Tu ne peux pas tout avoir, répondit Juliette d'un ton cassant. Elle ne supportait plus de devoir se contenter d'un tableau pour lui rappeler le visage de son époux, et elle était fatiguée de mal dormir à cause du cliquetis du fer. Lorsqu'il était chez lui, sans être entièrement absorbé par son armure, le chevalier monologuait sur ses exploits. Juliette et Christophe parvenaient rarement à placer un mot. Lorsqu'ils s'y risquaient, il y mettait un terme en fermant sa visière ou en s'endormant brusquement. Un jour, Juliette attaqua de front son époux. « Je crois que vous aimez votre armure plus que moi. »« Ce n'est pas vrai, répondit le chevalier. Ne vous ai-je pas suffisamment aimé pour vous sauver de ce dragon et vous offrir ce beau château de pierre ? » Ce que vous aimiez, dit Juliette, jetant un regard à travers sa visière de façon à ce qu'il puisse voir ses yeux, c'était l'idée de me sauver. Vous ne m'aimiez pas vraiment et vous ne m'aimez plus maintenant. « Mais je vous aime réellement, insista le chevalier en la prenant maladroitement dans ses bras de fer froids et durs, ce qui faillit lui briser les côtes. « Alors, enlevez cette armure pour que je puisse voir qui vous êtes en réalité, exigea-t-elle. « Je ne peux pas l'enlever. Je dois être prêt à harnacher mon cheval et à partir au galop dans n'importe quelle direction, expliqua le chevalier. Si vous n'enlevez pas cette armure, je prends Christophe, je monte sur mon cheval et je sors de votre vie. » Là, ce fut un coup terrible pour le chevalier. Il ne voulait pas que Juliette le quittât. Il aimait sa femme, son fils et son beau château, mais il aimait aussi son armure parce qu'elle montrait à tous qu'il était un chevalier bon, gentil et plein d'amour. Pourquoi Juliette ne voyait-elle pas toutes ces qualités ? Le chevalier était tourmenté.
il arriva cependant à prendre une décision. Il préférait abandonner son armure que de perdre Juliette et Christophe. Précautionneusement, il essaya d'enlever son aume, mais celui-ci ne bougea pas. Il tira plus fort. Le aume tenait bon. Consterné, il tenta de soulever sa visière, mais, hélas, elle aussi semblait coller. Il tira dessus encore et encore, mais rien ne bougea. Pris d'une grande agitation, il se mit à faire les 100 pas. Comment cela avait-il pu se produire ? Il n'était sans doute pas très étonnant que le homme soit coincé, puisqu'il ne l'avait pas enlevé depuis des années. Mais pour la visière, c'était une autre question. Il l'avait ouverte régulièrement pour manger et boire. D'ailleurs, il l'avait ouverte pas plus tard que ce matin même pour un petit déjeuner constitué d'œufs brouillés et d'un pochon de lait. Subitement, il eut une idée. Sans dire où il allait, il se précipita vers l'atelier du forgeron, situé dans la cour du château. Lorsqu'il arriva, le forgeron était en train de façonner un fer à cheval à la force de sa main nue. « Forgeron, dit le chevalier, j'ai un problème. »« Vous êtes un problème, sire, répliqua le forgeron avec un ton sarcastique, avec son tact habituel. Le chevalier, qui normalement appréciait la plaisanterie, le regarda d'un air menaçant. « Je ne suis pas d'humeur à faire de l'esprit pour l'instant. Je suis coincé dans cette armure, mugit-il en frappant le sol de son pied chaussé de fer, touchant par mégarde le gros orteil du forgeron. Ce dernier poussa un hurlement et, oubliant momentanément que le chevalier était son maître, le frappa violemment sur le aume. Le chevalier ne ressentit qu'un léger désagrément. Le homme ne bougea pas. « Essaie encore, ordonna le chevalier, qui n'avait pas compris que le forgeron lui avait obéi sous l'effet de la colère. « Avec plaisir, répondit le forgeron, se saisissant du premier marteau qui lui tomba sous la main pour le lancer furieusement sur le homme du chevalier. Le coup ne fit même pas une bosse. Le chevalier était effaré. Le forgeron était de loin l'homme le plus fort de tout le royaume. Si lui n'arrivait pas à l'extraire de son armure, qui le pourrait ? Comme le forgeron était quand même un brave type, sauf qu'on lui écrasait le gros orteil, il perçut la panique de chevalier et sa colère tomba. Il devint compatissant. « Vous êtes dans de beaux draps, chevalier, mais ne renoncez pas. Revenez demain, une fois que je me serai reposé. Vous m'avez pris à la fin d'une rude journée. » Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère était tendue. Juliette, qui poussait de petits morceaux de nourriture à travers les trous de la visière, s'énervait de plus en plus. Au milieu du repas, le chevalier lui dit que le forgeron avait essayé d'ouvrir l'armure, mais n'y était pas parvenu. « Je ne vous crois pas, vieux tas de ferraille !» cria-t-elle, en lui lançant une assiette à moitié pleine de fricassés de pigeons sur le homme. Le chevalier ne sentit rien. Ce ne fut que lorsque la sauce commença à couler derrière les trous des yeux de sa visière qu'il comprit. Il avait été frappé sur la tête. Il avait à peine senti le marteau du forgeron cet après-midi. En y réfléchissant bien, il se rendit compte que son armure l'empêchait de trop ressentir les choses. Il la portait depuis si longtemps qu'il avait oublié comment on les ressentait sans elle. Il était furieux de voir que Juliette ne le croyait pas quand il lui disait qu'il tentait d'enlever son armure. C'était pourtant bien vrai qu'il avait essayé avec le forgeron. Tous deux s'y attelèrent pendant plusieurs jours sans plus de succès. Le temps passait et le chevalier était de plus en plus découragé et Juliette de plus en plus désagréable. Finalement, le chevalier dut admettre que les efforts du forgeron n'aboutissaient à rien. L'homme le plus fort du royaume. « Allons donc, tu n'arrives même pas à ouvrir cette boîte de ferraille, hurla-t-il frustré. Lorsqu'il rentra à la maison, Juliette lui cria hystérique. « Votre fils n'a rien d'autre qu'un portrait de son père, et je suis fatiguée de parler à une armure. Je ne vous donnerai plus à manger à travers les trous de ce fichu machin. C'est la dernière fois que je réduis en bouillie une côtelette de mouton. » « Ce n'est pas ma faute si je suis coincé dans cette armure.
Je devais la porter pour être toujours prêt à la bataille. Autrement, comment aurais-je pu conquérir de beaux châteaux et de beaux chevaux pour vous et pour Christophe? Vous ne l'avez pas fait pour nous, rétorqua Juliette, vous l'avez fait pour vous. Le chevalier était très malheureux de voir que sa femme semblait ne plus l'aimer. Il craignait aussi que Christophe et Juliette, s'il n'enlevait pas très vite son armure, ne le quittent pour de bon. Il fallait absolument qu'il y parvienne, mais il ne voyait pas comment. Il rejeta une idée après l'autre, les jugeant inaptes à résoudre le problème. Certaines étaient carrément dangereuses. Il se rendait compte qu'un chevalier prêt à faire fondre son armure avec une torche du château, à la faire geler en sautant dans un fossé plein de glace, ou bien à la souffler avec un canon, même si ce n'était qu'une imagination, avait grand besoin d'aide. Incapable de trouver celle-ci dans son propre royaume, il décida d'aller la chercher ailleurs. Quelque part, pensait-il, il devait bien y avoir quelqu'un capable de l'aider à enlever son armure. Bien sûr, Juliette, Christophe et son beau château lui manqueraient. Il craignait aussi qu'en son absence, Juliette ne trouvât l'amour auprès d'un autre chevalier, un chevalier qui soit prêt à enlever son armure au moment d'aller au lit et à être un meilleur père pour Christophe. Pourtant, il lui fallait partir. Un matin, très tôt, il enfourcha son cheval et tourna les talons sans regarder derrière lui, de peur de changer d'avis. Avant de quitter sa province, le chevalier voulut s'arrêter pour saluer son roi, qui s'était montré très bon pour lui. Le roi vivait dans un magnifique château au sommet d'une colline, dans la province la plus chère de tout le pays. Le chevalier passa le pont-levis et, dans la cour, aperçut le bouffon assis les jambes croisées, en train de jouer avec une flûte en roseau. On l'appelait Sacamalis parce qu'il portait sur son dos un merveilleux sac aux couleurs de l'arc-en-ciel, plein de toutes sortes de choses qui faisaient rire et sourire les gens. Il y avait d'étranges cartes qu'il utilisait pour dire la bonne aventure, des perles aux brillantes couleurs qu'il faisait apparaître puis disparaître, et d'amusantes petites marionnettes dont il se servait pour insulter avec humour son auditoire. « Bonjour Sacamalis, dit le chevalier, je viens faire mes adieux au roi. » Le bouffon leva les yeux. Le roi s'est levé pour partir. Il ne peut rien te dire. Où est-il parti? Demanda le chevalier. Pour une nouvelle croisade, il s'en va marchant. Tu seras en retard si tu l'attends. Le chevalier fut déçu d'avoir manqué le roi de peu et contrarié de ne pas avoir pu se joindre à lui pour la croisade. Oh, soupira-t-il, je risque de mourir de faim dans cette armure avant son retour. Je ne le verrai peut-être plus jamais. Il eut l'impression de s'affaisser sur sa selle, mais évidemment, son armure l'en empêcha. Te voilà bien mal fichu. Malgré toute ta force, ton problème n'est pas résolu. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes vers de mirliton, aboya le chevalier, en se raidissant dans son armure. Ne pourrais-tu pas, pour une fois, prendre le problème de quelqu'un au sérieux? D'une voix claire et lyrique, Sacamalis chanta. Tes problèmes ne me bercent point. Des occasions d'avancer, ils sont. Tu ne chanterais pas cette chanson si c'était toi qui étais coincé là-dedans, grommela le chevalier. Sacamalis répliqua. Nous sommes tous dans une armure enfermée. La tienne est simplement plus facile à trouver. Je n'ai pas le temps de rester à écouter tes bêtises. Il faut absolument que j'arrive à me sortir de là. Là-dessus, le chevalier éperonna sa monture pour partir, mais Sacamalis lui cria. Chevalier, il y a quelqu'un qui peut t'aider à montrer ce que tu es en réalité. Le chevalier arrêta net son cheval et avec précipitation revient vers Sacamalis. Tu connais donc quelqu'un qui pourrait me sortir de cette armure? Qui est-ce? Merlin l'Enchanteur, il te faut rencontrer. Alors, tu sauras comment trouver la liberté. Merlin, le seul Merlin dont j'ai entendu parler, est le grand et sage maître du roi Arthur. Oui, c'est ce que l'on connaît de lui. Ils ne font qu'un. Le Merlin dont je parle est celui-ci. Mais ce n'est pas possible, s'exclama le chevalier. Merlin et Arthur ont vécu il y a très longtemps.
Sacamalis répondit: Tu as raison, pourtant il est toujours vivant. C'est dans ces bois que le sage t'attend. Mais ces bois sont tellement vastes, dit le chevalier, comment les trouver? Sacamalis se sourit. On ne pourra jamais savoir combien de temps il faudra, jour, semaine ou année, mais quand le disciple est prêt, le maître paraît. Je ne peux pas attendre que Merlin paraisse. Je dois le chercher, dit le chevalier. Il tendit la main à Sacamalis et, emporté par la gratitude, la lui serra, écrasant ses doigts avec le gantelet. Sacamalis hurla. Le chevalier lâcha aussitôt sa main. Excuse-moi. Le bouffon frotta ses doigts meurtris. Lorsque l'armure de toi sera tombée, tu sentiras aussi la douleur par les autres éprouvée. Je suis parti, dit le chevalier. Il fit faire volte-face à son cheval et, un nouvel espoir au cœur, galopa à la recherche de Merlin.